Information égale pouvoir. C'est un des slogans que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'organisation ACT UP Paris. Les lettres blanches sur fond noir, le triangle rose inversé, l'imagerie iconique de ce groupe d'activistes qui a lutté contre le sida aux États-Unis, mais aussi en France dans les années 90, connu pour ses actions coup de poing, les zaps contre les personnalités politiques et les labos face à l'indifférence et à l'homophobie à l'époque. Information égale pouvoir, c'est un des slogans d'ACT UP. Et il y en avait un autre qui était très célèbre à l'époque, qui est toujours très célèbre, qui s'appelle Silence égale mort. Et 2 décennies plus tard, on a l'impression de voir se rejouer une séquence un peu similaire avec le coronavirus. Évidemment, l'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais quand même, on observe des résonances troublantes, hein, et Edoui Plenel l'a rappelé, ce mélange à la tête de l'État d'incompétence et d'impréparation, de négligence qui, en l'occurrence, est en train de tuer en priorité les plus faibles, les vieux, les malades. Ce matin, j'ai trouvé ce tweet de Gwen Fauchois, une activiste lesbienne et féministe, ancienne vice-présidente d'ACT UP à la fin des années 90, qui, je trouve, résume bien les parallèles qu'on peut faire aujourd'hui avec le coronavirus. Elle écrit: ce qui me mettait le plus en rage au cœur de l'épidémie de sida, c'était les morts dont on savait qu'elles auraient pu être évitées. L'interdiction de la pub pour les capotes, préservatifs, de la vente de seringues et la traque des tox autour des bus d'échange, l'écoulement des stocks de sang contaminés. Et elle poursuit: même chose aujourd'hui, non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres scandales sanitaires entre-temps, ces morts dont on sait qu'ils n'avaient rien d'inéluctable et qui résultent de mauvaises décisions, de retard, de mépris social, d'incompétence et de mensonges d'État. De tout cela, on va discuter avec nos invités qui, dans ce moment de choc et de sidération, ont décidé de passer à l'action et de s'organiser. Manon Le Breton, d'abord, cofondatrice de la toute nouvelle association Corona Victimes, hein, l'association française des victimes malades et impactées du coronavirus, qui entend défendre leurs droits et demander des comptes à l'État. Bonjour Manon. Bonjour. Pauline Londet, cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicaments, qui vient avec d'autres associations comme ACT UP, justement, mais aussi Adélico, les collectifs interhôpitaux et interurgences, de saisir le Conseil d'État pour demander, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires, écrivez-vous, face à la pénurie de matériel et de médicaments. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Isambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes Aide responsable. aussi s'est joint à cette requête au Conseil d'État. Aide aussi, d'accord, c'est joint à cette requête, pardon. Et Caroline Auquisambert, responsable plaidoyer et mobilisation citoyenne de l'association de lutte contre le sida, Aide, donc. Vous êtes, comme d'ailleurs Pauline, une ancienne d'ACT UP, hein, et vous êtes aussi historienne. Vous avez soutenu une thèse sur la couverture maladie des pauvres et des étrangers en France des années 80 à nos jours. Merci d'être là. Je voudrais commencer avec vous, Manon Le Breton, cofondatrice donc de Corona Victimes, une association qui vient d'être créée pour réunir et organiser les victimes du coronavirus. Déjà, vous faire réagir sur l'enquête de Mediapart dont on a reparlé au début de cette émission, et notamment sur cette question de la gestion des masques par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous l'avez lu et qu'est-ce qu'en ont pensé vos adhérents? Bah, évidemment, c'est quelque chose d'assez sidérant, même si il faut bien dire que on sentait venir ce genre de révélation. Merci beaucoup à Mediapart d'avoir fait ce boulot-là, déjà maintenant au cœur de l'action. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas totalement surpris de voir sortir ce genre d'informations, dans la mesure où depuis maintenant quelques semaines, pour peu qu'on fasse ce travail de tresser d'une certaine façon les 3 fils chronologiques qui sont d'une part le fil des décisions sanitaires qui ont été prises en France, qu'on compare avec les décisions et les évolutions sanitaires dans les autres pays, à commencer évidemment par la Chine et l'Italie. Et si on inclut là-dedans le fil des décisions politiques, il est assez évident depuis déjà un certain temps que les décisions qui sont prises, les priorités ne sont pas au bon endroit. Il suffit vraiment, c'est particulièrement frappant quand on se penche justement sur la façon dont les décisions politiques s'agencent avec les décisions sanitaires. Bon, ça commence à être régulièrement répété, mais il suffit de rappeler que le 29 février, on en était encore dans un conseil des ministres consacré soi-disant au coronavirus, la décision qui en ressort en priorité, c'est le 49.3. Donc, et ça, on peut refaire ce type
de comparatifs très longtemps en avant. En amont, c'est vrai que sur la question des masques, c'est évidemment un fil qui est particulièrement parlant. Parce que ça fait le lien aussi. Alors là, je rebondis sur les tweets que vous citiez. On parle de la question du silence qui serait synonyme de mort. Mais là, on a envie de dire, il aurait presque mieux valu le silence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu affaire à des opérations de com avec Sibeth Ndiaye en tête, hein, évidemment, qui s'est quand même fait beaucoup remarquer, chaque opération de com était à la limite ou franchement dans le mensonge et dans les fake news. Et c'est pas seulement le problème de la communication qui s'écoute parler et qui est en déconnexion avec l'action, c'est surtout que cette communication a des conséquences dramatiques et qu'elle crée des comportements dans la population qui ne sont pas adaptés à la gravité de la situation. Je pense évidemment à ce qui s'est passé au moment du premier tour des municipales, par exemple, où on invitait les gens à aller voter alors même qu'on était dans cette urgence absolue du confinement, parce qu'il était déjà trop tard pour lisser la courbe par une politique de tests massifs et d'équipement par des masques, hein, justement, qui avaient été eux aussi écartés négligemment par le gouvernement et par Sibeth Ndiaye dans la communication. Voilà, enfin, on peut prendre ça de mille façons. Je pense qu'effectivement, en l'occurrence, il aurait mieux valu le silence que ces opérations com absolument scandaleuses. Alors, pour préciser, hein, l'association que vous avez créée, cofondée avec plusieurs personnes, c'est une association, certes, pour réunir les malades, j'imagine, pour qu'ils s'organisent les uns les autres, mais c'est aussi une association pour demander des comptes. Et je crois que d'ailleurs, vous êtes en train de lancer des initiatives extrêmement concrètes à ce titre. Oui, alors notre association, en fait, son premier objectif dans l'urgence de la situation, c'est de doubler la plainte qui, vous savez, a été déposée par un collectif de 600 soignants qui ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la République, puisque elles attaquent deux ministres en exercice, à savoir, enfin, qui l'ont été, Agnès Buzyn et Édouard Philippe. L'ancien ministre de la Santé, donc, et l'actuel Premier ministre. Absolument. Nous, par souci de réactivité, en fait, notre première action, elle est de ce côté-là, parce que c'est la plus évidente et la plus simple d'une certaine façon. Mais il est évident qu'avec les personnes qui sont en train de de rejoindre l'association, les victimes directes ou indirectes, mais aussi tout un tas de citoyens qui estiment avoir été surexposés à un risque sanitaire, hein, ce qui, en justice, en droit, a une valeur évidente, eh bien tous ces citoyens à différents niveaux qui sont impactés de différentes façons dans cette crise sanitaire, sont en train donc de nous rejoindre et de s'organiser pour envisager d'autres types d'actions par la suite en justice. Par exemple, il semble assez probable que par la suite nous allions vers du pénal, ou vers des plaintes administratives. Enfin, il y a tout un éventail d'actions qu'on est en train d'envisager. Et pour ça, on prend le temps là de lire très attentivement les témoignages qui nous remontent de différentes sources et de voir ce qui émerge dans ce qui va pouvoir être attaquable et ce qui va permettre à chacun des citoyens qui se joignent à nous de faire valoir ses droits, ensuite d'être éventuellement dédommagés. Mais on voit bien que c'est au-delà de ça, il y a d'abord un besoin de faire la lumière et un besoin de connaître la vérité sur ce qui a eu lieu et ce qui continue d'y avoir lieu. Pour bien être d'accord, vous êtes en train de saisir justement donc la Cour de justice de la République. Ça va être fait, c'est fait? Oui, c'est en train d'être déposé. Là, il y a un petit délai administratif qui fait qu'elle n'est pas encore enregistrée formellement, mais c'est en train de se faire. Donc on va donner déjà, avant d'oublier, hein, le site maintenant, si des malades ou des personnes décédées, des proches pardon, de personnes décédées évidemment, veulent vous contacter. Le site c'est coronavictime avec un s à victime.fr et une adresse mail contact@coronavictime.fr.
Restez avec nous, Manon. On va passer maintenant à Pauline Londet. Ça fait longtemps, Pauline, que vous travaillez sur la question des médicaments. Vous connaissez ça très bien. Il y a aujourd'hui une pénurie de médicaments, d'équipements, de masques, évidemment, dans les hôpitaux. Est-ce que ce qu'on a pu révéler hier sur Mediapart vous étonne? Non, malheureusement, absolument pas. Bon, j'ajouterais également qu'il y a une pénurie de tests et une pénurie de beaucoup de matériel absolument essentiel à la prise en charge des personnes. Alors, ce qui se passe est absolument... les révélations d'Apart d'hier, on ne m'étonne absolument pas. On est très inquiet sur une pénurie des médicaments. On pense que le gouvernement a pu davantage anticiper, puisqu'on savait, connaissant la chaîne d'approvisionnement du médicament, puisque la matière première vient de Chine, ensuite elle est envoyée en Inde, où elle est transformée en produit fini, et ensuite elle est envoyée dans les pays membres de l'Union européenne, et avant d'arriver en France, ou alors elle arrive en France directement d'Inde. En fait, on pouvait anticiper qu'il y aurait des ruptures de médicaments. On aurait pu l'anticiper il y a quelques semaines déjà, et là on a l'impression que le gouvernement découvre la situation et ne propose pas vraiment une mesure urgente. On a saisi le Conseil d'État pour demander de réquisitionner les moyens de production pour produire les médicaments dont nous avons besoin, également les autres équipements, tests, masques, etc. L'enquête a été rejetée, mais on a lancé aujourd'hui, donc avec aide et avec donc notre organisation membre de cette coalition, un appel à témoignage pour que les personnes qui témoignent de ces pays aux différents niveaux puissent témoigner et on retournera vers le Conseil d'État. Alors, vous écrivez dans la saisine du Conseil d'État, donc vous dites qu'elle a été rejetée, mais en tout cas, c'est un document quand même important. Vous écrivez dans ce texte qu'il faut des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments au nom du droit à la dignité humaine. On va voir s'afficher ce texte. Et vous écrivez aussi les médicaments qui sont actuellement sous tension sont pour la grande majorité dans le domaine public. Ils sont plus sous brevet et la production de la matière première est possible en France. Absolument, c'est des médicaments qu'on produisait avant en France. La délocalisation a eu lieu parce que les firmes pharmaceutiques voulaient optimiser au maximum les marges. Donc, on a concentré, ça a été une ultra-concentration en fait, du marché de la matière première avec des contrats d'exclusivité avec des firmes multinationales. Donc, il y a très peu de producteurs de matière première, ils sont tous en Chine. Et forcément, quand la chaîne dysfonctionne, et ben, ça impacte la planète entière. En France, on a le savoir-faire pour produire cette matière première, on peut la produire. Et c'est ça qu'on dit maintenant, il ne faut plus perdre de temps, parce qu'on a suffisamment perdu de temps. Il faut lancer les choses maintenant. Hier, j'ai échangé avec un pharmacologue qui connaît parfaitement le marché de la matière première, et il nous disait, pour relancer une production, il faut 1 mois. Et c'est vraiment une molécule vraiment complexe, 4 mois. Donc, si on s'y met maintenant, on peut peut-être éviter un drame. En ayant également une marge de négociation dans des importations de médicaments là, pour gérer la pénurie alimentaire. Parce que ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui est absolument scandaleux. Il faut quand même remettre dans le contexte. Notre observatoire a été contacté il y a une semaine par le président de la commission médicale de l'APP qui n'a aucun retour du gouvernement sur les stocks. Donc, les privés hospitaliers sont face à des situations éthiquement insupportables. C'est-à-dire qu'ils doivent rater les médicaments parce qu'ils ne savent pas s'ils en auront le lendemain ou plus personne, etc. Donc, éthiquement, il y a vraiment un problème majeur. Et je pense que voilà, c'est vraiment une question de dignité, de respect de la dignité, de respect des personnes. La situation est vraiment dramatique. Et le gouvernement doit maintenant, si on veut éviter un drame sanitaire vraiment terrible. Merci beaucoup, Pauline. Et si vous voulez alerter les associations sur les pénuries de médicaments, d'équipements, de masques, que vous êtes soignant par exemple, n'hésitez pas à envoyer un mail. L'adresse va s'afficher à témoignage.pénurie.covid19@gmail.com, témoignage.pénurie.covid19@gmail.com. Caroline Isambert, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du plaidoyer et des mobilisations citoyennes pour l'association
Aide. Première question pour une grande association de lutte contre le sida comme Aide, quel est l'impact du coronavirus? Quelles sont les urgences à traiter? Bah, le principal impact, c'est de continuer au maximum, sans mettre en danger évidemment les militants, les actions de santé qui sont assez indispensables. Il faut qu'on continue à faire du dépistage et puis il faut qu'on accompagne les gens dans leurs droits. Il y a eu un bras de fer dans la première semaine qui a suivi pour que les droits à la couverture sociale, les droits sociaux, mais aussi les types de séjours soient prolongés. On a des inquiétudes assez spécifiques, par exemple pour les personnes qui sont usagères de produits stupéfiants. Il peut y avoir une difficulté à s'approvisionner, il peut y avoir tomber sur des produits de mauvaise qualité et on craint une multiplication des surdoses. Donc là aussi, ça nécessite de mettre à disposition très vite et le matériel d'injection propre qu'on a l'habitude de distribuer, mais aussi des antidotes à base de naloxone pour les usagers de drogue. Donc il y a plein d'actions. Il y a des publics aussi comme les travailleurs et les travailleuses du sexe qui sont très impactés économiquement évidemment par le confinement. Donc, il y a plein d'initiatives de soutien qui se mettent en place. Et comme d'habitude, ce n'est pas des populations qui sont au cœur des politiques publiques. Et comme souvent, c'est l'action solidaire associative qui essaye de pallier ces manquements. Donc le confinement, évidemment, c'est évident, mais il faut le dire et le répéter, précarise des populations qui sont déjà précarisées ou en difficulté ou isolées. À l'image de ce qu'a été la crise du VIH, c'est un exhausteur d'inégalités absolument terrible. Et les populations qui sont concernées par le VIH et les hépatites, c'est les plus fragiles, c'est les plus stigmatisés, c'est les plus discriminés. Et le confinement ne fait hélas que le confirmer. Alors, si je tenais aujourd'hui à ce que vous soyez en plateau, c'est parce que vous êtes évidemment une praticienne de la santé publique, mais aussi une historienne. Et il y a en ce moment, dans le discours général, évidemment, une injonction au confinement. Il y a même des amendes, évidemment. Dans la situation présente, le confinement est la meilleure des situations, puisque ce qui devait être fait auparavant n'a pas été fait. Mais quand même, vous dites, regardons un peu, on est passé finalement très vite de l'injonction à se laver les mains suffit, il n'y a pas besoin de masque, à être à plus de 500 mètres de chez soi, c'est un acte très grave. Donc il y a comme ça une sorte de grand changement qui s'est produit en quelques jours dans ce pays. Et vous dites, vous faites partie des gens qui disent attention, ne mettons pas juste l'accent sur les comportements individuels des gens, mais pensons les choses de façon plus large. Là, l'histoire du VIH aussi, au risque de faire ancien combattant, nous l'a appris. Essayer de remettre sur les individus la responsabilité de l'épidémie, c'est la meilleure façon de dédouaner les responsabilités politiques. Donc c'est vrai qu'on a vu, y compris avec des mouvements contre les gens qui avaient des résidences secondaires, ceux qui sont allés dans les parcs, il y a eu une façon dans ce début d'épidémie et de ce début de confinement d'essayer de dissoudre la question de la responsabilité et des politiques publiques. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec une échelle de temps beaucoup plus grande. Ça a été sur plusieurs années où c'était les homosexuels, les usagers de drogue qui étaient les responsables du VIH. On a eu dans une séquence très très resserrée ce qu'on a connu tout au long des années 80 avec le même retard d'intervention de la puissance publique. Par ailleurs, il y a eu aussi un énorme souci de pédagogie et plutôt d'appropriation des mesures par la population. Et là encore, on a des parallèles historiques extrêmement forts. Ce n'est pas exactement la même chose, l'injonction à se laver les mains et à celle de ne pas sortir tout seul dans la rue. Il y a une injonction qui est une injonction de réduction des risques assez classique et qui permettent de limiter les risques de transmission. Ne pas se balader tout seul dans la rue, c'est rendre plus facile le contrôle général de la population en conditions de confinement. Ça ne répond pas aux mêmes logiques et jusqu'ici, ne pas l'expliquer clairement ne semble pas avoir eu dans un moment de grande crise et où on peut quand même remercier le fait qu'il y ait énormément soit des citoyens qui travaillent, soit des citoyens qui acceptent une réduction de leur liberté publique très grande. Il y a une bonne acceptation, mais plus on va aller
plus les semaines vont se passer, et si c'est pas expliqué clairement, on risque d'avoir un refus. Parallèlement, les politiques de santé publique, il y a le Covid, mais elles portent aussi sur plein d'autres enjeux. Si on commence à confondre santé et ordre public, on va payer le prix dans les mois et les années à venir extrêmement lourd de gens qui vont se méfier de plus en plus des injonctions en santé qui seront données par le gouvernement. Nous, acteurs de la santé communautaire, acteurs d'une santé de terrain qui n'est pas forcément médicalisée, on essaye de se faire entendre en disant il y a une façon de faire passer les messages de prévention, de partir de là où sont les gens plutôt que de leur dire exactement comme ils devraient faire, qui nous semble pouvoir être mise à profit. Le deuxième point qui est assez rageant et qui nous met très en colère, c'est que certes, on ne pouvait pas prévoir jour par jour qu'il y allait avoir une grippette qui allait devenir une maladie extrêmement grave. Néanmoins, des deux choses, les arguments de santé publique, ils ont été de moins en moins puissants ces dernières années pour faire bouger les politiques. En matière d'accès aux soins des étrangers, c'est l'un des thèmes sur lesquels j'ai travaillé et Aide se mobilise aujourd'hui. Ça fait des années qu'on dit attention, il y a des enjeux de santé publique qui font qu'il faut couvrir, donner une couverture sociale aux personnes indépendamment de leur statut administratif. On ne peut pas mélanger politique de contrôle des flux migratoires et santé publique. Un autre exemple, les pénuries de médicaments. Les pénuries de médicaments, on les voit arriver, on les a vus arriver sur des vaccins, sur des médicaments antirétroviraux, et on dit, et c'est absolument désespérant de voir, d'avoir été Cassandre, c'est désespérant de dire, d'avoir dit pendant des années, s'il y a un gros problème, s'il y a une grosse crise de santé publique, on ne pourra pas faire face parce qu'on a des chaînes de production tellement longues, tellement éloignées, on a perdu du savoir-faire en France qui fera qu'on ne pourra pas faire face. Donc c'est vrai que la voix large des gens qui représentent ce qu'on appelle parfois la démocratie sanitaire, elle a été très très peu présente depuis le début de cette crise, et ça risque d'être très coûteux en termes de santé pour la suite. En tout cas, elle est sur Mediapart. Merci à vous trois d'avoir été là, et on restera évidemment en contact avec vos combats pendant toute cette période qui promet d'être longue. Merci à vous, et merci beaucoup aussi à Christophe Gueugnot qui m'a aidé à préparer cette émission.